la mer Méditerranée. Aujourd'hui, ce nom évoque les plages, les ports de plaisance, les yachts de millionnaires et les calamars frits. Mais au XVIe siècle, l'ambiance était tout autre. Ces eaux étaient sillonnées par des galères chargées de marchandises en provenance d'Afrique et d'Asie, d'Europe et du Moyen-Orient. Et cette région était alors le centre économique du monde. La Méditerranée était aussi le théâtre de conflits entre l'Europe chrétienne et l'Orient. L'Empire ottoman en plein essor, affrontant la hargne des superpuissances européennes. Les territoires et le commerce n'étaient pas seuls en jeu, car il s'agissait également de conquérir l'âme humaine. Chrétiens contre infidèles, croisés contre turcs. Aujourd'hui, on appellerait ça le choc des civilisations. Dans la première partie de mon voyage, j'ai retracé la naissance de l'Empire ottoman depuis sa conquête de la grande métropole chrétienne, Constantinople, rebaptisée Istanbul, jusqu'au début de son expansion à l'est du bassin méditerranéen. Mon périple s'est achevé sur l'île de Rhodes, une forteresse où s'était établi un ordre de croisés fanatiques, les Hospitaliers de Saint-Jean, et dont la prise avait ouvert la voie à la domination ottomane en Méditerranée occidentale. Pour cette deuxième partie, je vais retourner à Istanbul, afin d'évoquer le règne du plus grand sultan de l'Empire ottoman, Soliman le Magnifique. Puis, j'irai à Malte, où je revivrai l'un des sièges les plus célèbres de l'histoire européenne. Ensuite, après un crochet par Venise, la plus grande puissance maritime de l'époque et rivale des Ottomans, je terminerai mon voyage à Chypre, bastion vénitien et théâtre d'une des batailles les plus sanglantes du XVIe siècle. Après la prise de Rhodes en 1522 et le départ de l'ordre religieux militaire des Chevaliers de Saint-Jean, le sultan Soliman le Magnifique prépare l'expansion ottomane dans le bassin méditerranéen depuis son palais à Istanbul. Il nomme le pirate barbaresque Khizr Kheyr-al-Din, dit Barberousse, amiral de la flotte ottomane et lance une campagne massive de conquête sur tous les fronts. Sur terre, les armées de Soliman envahissent la Hongrie, mais sont arrêtées aux portes de Vienne. À l'est, elles s'emparent de Bagdad, une victoire qui leur donne accès au golfe Persique. Sous le commandement de Barberousse, les navires ottomans sèment la destruction tout le long des côtes d'Europe du Sud. En 1538, ils remportent une victoire éclatante à Preveza, en Grèce, et déciment la flotte de la Sainte Ligue catholique. À la mort de Barberousse, en 1546, les Ottomans dominent l'est du pourtour méditerranéen. À l'ouest, il n'y a plus qu'un seul obstacle sur leur route, le nouveau fief d'un vieil ennemi au cœur du bassin méditerranéen, l'île de Malte. Malte est devenu le quartier général des Chevaliers de Saint-Jean, le fléau de la flotte turque. Après avoir été chassés de Rhodes par Soliman, les chevaliers ont erré pendant 7 ans. Puis, en 1530, le roi d'Espagne, Charles Quint, leur a cédé les îles maltaises, un archipel pauvre et désolé, plaçant ainsi les chevaliers au cœur de la tempête. Bastion chrétien en Méditerranée, Malte était régulièrement attaqué par les pirates. Pour Charles Quint, le souverain de la maison des Habsbourg,
Il était vital de la défendre. Son geste était un cadeau empoisonné pour les chevaliers, mais personne ne leur avait offert autre chose. Pour contrôler l'ensemble du bassin méditerranéen, les Ottomans devaient s'emparer de Malte, dont la position était stratégique. Les Ottomans voulaient se débarrasser des chevaliers de Saint-Jean pour une autre raison. La conquête de l'île leur permettait de prendre pied au centre de la Méditerranée et de là d'envahir l'Italie. Les chevaliers de Saint-Jean ne possèdent que 5 galères. Ils ne représentent pas une menace sérieuse contre l'Empire ottoman. Mais ils ont la marine la plus efficace de toute la Méditerranée. Au départ de leur nouvelle base à Malte, aujourd'hui le port de la Valette, ils réussissent à perturber la navigation ottomane et irritent le Grand Turc. Soliman n'a jamais renoncé à leur régler leur compte. Quand il capture une galère impériale chargée de marchandises précieuses, puis enlève les gouverneurs ottomans du Caire et d'Alexandrie, ainsi que l'ancienne gouvernante de la fille préférée de Soliman, ce dernier décide que trop, c'est trop. Au printemps 1565, une armée de 40 000 hommes débarque à Malte. Elle prend position derrière le fort Saint-Ange, siège du grand maître qui se dresse sur une presqu'île dans le port, et derrière le fort Saint-Elme, qui défend l'entrée dans la rade. Avec ses nombreux îlots et presqu'îles, le grand port de Malte constitue un défi stratégique. Mais les Ottomans ne sont pas impressionnés. À première vue, les 5000 chevaliers et chrétiens maltais dans la ville n'ont aucune chance. Mais ils sont commandés par un des grands maîtres les plus courageux et les plus charismatiques de l'ordre, Jean Parisot de la Valette. J'ai rejoint l'ordre de Saint-Jean à l'âge de 20 ans. J'ai fait vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance à sa sainteté le pape. J'ai combattu pendant le siège de Rhodes et la capitulation de notre ordre m'a profondément attristé. Les années passées en captivité chez les pirates barbaresques ont renforcé ma résolution de résister aux infidèles. Quand je suis devenu grand maître et que nous avons affronté les armées des Turcs ottomans à Malte, j'ai consacré toutes mes forces et toute ma volonté à la défense de notre foi et à la victoire. Aussi courageux et nombreux que soit l'ennemi, j'étais prêt à me battre jusqu'à la mort. En prévision d'un siège, Jean de la Valette a fait fermer l'entrée du port par une chaîne. Les Ottomans décident alors d'attaquer d'abord le fort Saint-Elme. Cette décision tactique s'avère catastrophique pour les Ottomans. C'est la première d'une succession d'erreurs fatales. Entrée dans l'histoire sous le nom de Grand Siège de Malte, cette bataille illustre l'héroïsme et la résistance d'un petit nombre que tout donnait vaincu. Aujourd'hui, elle est commémorée par une parade hebdomadaire en costume d'époque appelée Une Guardia, l'occasion pour les Maltais de célébrer fièrement les exploits de leurs ancêtres au fort Saint-Elme. Puntate! Fuoco! Attacco! Les Ottomans pensaient s'emparer du fort en quelques jours. Mais les défenseurs tiennent farouchement leur position, infligeant de lourdes pertes à l'ennemi et retardant son avancée dans le port pendant près d'un mois. Les armes de l'époque, dont certaines avaient été spécialement conçues pour le siège, ont joué un rôle capital dans la défense de l'île. Soldat Davison, au rapport. Des armes de destruction massive du XVIe siècle. Le grand commandant du fort Saint-Elme, alias Joe, va m'expliquer comment ça fonctionne. L'arme de base était l'épée. C'est moins lourd que je pensais. Super.
Il y a aussi l'arquebuse, une version plus légère du mousquet. Ouais. La mise à feu se fait au moyen d'une mèche. On enfonce la poudre. Dans le canon? Oui, dans le canon. Puis la balle de mousquet qui fait cette taille. Vous imaginez être touché par un truc pareil? On l'enfonce dans le canon. Ensuite, pour ne pas la faire tomber, quand on renverse le mousquet comme ça, ce qui arrivait souvent, on ajoutait de la bourre. D'accord. Vous voyez ce trou-là? On le remplissait de poudre. De la poudre d'amorçage, plus fine que la poudre à canon. D'accord. On fermait le bassinet et on allumait avec la mèche, qui brûlait déjà. Bien. Dès que l'ordre est donné, le soldat allumait la mèche. Puis la détente faisait pivoter la mèche jusqu'à la poudre. Et presque immédiatement... C'est bizarre, ça? C'est une grenade primitive. Une grenade? Oui, remplie de poudre à canon. Ouais. On allumait la mèche et on lançait la grenade sur l'ennemi. Il y avait aussi des anneaux en canne de Provence, recouverts de toile à sac. Ouais. On les imbibait d'huile ou d'un liquide combustible. D'accord. On les enflammait et on les jetait sur l'ennemi. Ça planait au-dessus du champ de bataille et ça retombait sur un Turc. Comme les Turcs portaient des vêtements flottants en soie, ça prenait feu très facilement. Des anneaux de feu. C'est incroyable. Une autre arme mortelle, la hallebarde. Elle servait à désarçonner l'adversaire. Ça ressemble un peu à une hache. Ouais. Avec le fer de hache, on frappait ici. Ou on s'en servait comme ça pour tirer l'ennemi. Et maintenant, vous voilà un vrai chevalier. Vous avez prêté serment de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Et vous allez revêtir votre armure. Le premier élément était le gorgerin. Vous respirez toujours? Il me faudrait la taille au-dessus. Là, c'est un peu... Le plastron. Les cuisseaux. Les brassards. Et aussi les mains. Ça ira? Oui, ça me va comme un gant. Attendez, j'ai raté un doigt. C'est tout, on arrête? Le casque. Et voilà l'épée. Bien. Je me demande comment il faisait. Ça fait plus de 20 kilos. Je peux marcher. Mais pour ce qui est de me battre en combat singulier avec une épée, je n'arrive même pas à la prendre à deux mains. Je suis sûr que c'était une arme secrète des Turcs qui, eux, portaient des vêtements flottants. Remarquez, je commence à m'y faire. Je suis prêt à tomber au champ d'honneur. Adieu. Protégés par leur armure, les chevaliers du fort Saint-Elme résistent courageusement, conscients que l'ennemi sera sans pitié. Mais finalement, l'armée ottomane parvient à s'emparer du fort. Lorsqu'ils prennent Saint-Elme, les Ottomans ont perdu 8000 hommes. Rendus fous de rage par la résistance acharnée des défenseurs, ils massacrent les survivants dans une véritable orgie de sang. Pour les chrétiens, Saint-Elme devient un cri de ralliement. Mais si les musulmans détiennent désormais une position stratégique, leurs pertes sont alarmantes. Leur commandant Mustapha Pacha commente la bataille. Allah. Si un fils aussi petit nous a coûté aussi cher, quel prix devrons-nous payer pour un père aussi grand? Le père, c'est la citadelle principale des chevaliers, le fort Saint-Ange, qui se dresse de l'autre côté du port. Vous pouvez m'emmener de l'autre côté? Bien sûr.
Parfait. Faites attention. Bravo. Super. La prise de Saint-Elme permet aux Ottomans d'encercler le fort Saint-Ange. C'est le début de l'étape décisive du siège, mais aussi la plus sanglante. L'artillerie ottomane a pris position sur la presqu'île de Saint-Elme. Elle fait pleuvoir un déluge de feu à travers le port sur le fort Saint-Ange, afin de préparer une attaque par la mer. Dans le même temps, l'infanterie ottomane lance plusieurs assauts contre les murs situés de l'autre côté. Sans résultat. Au fil des semaines, il devient clair que la prise de Malte s'avère beaucoup plus difficile que prévu. Dane Munro est maltais et historien. Il a étudié le grand siège de Malte dans ses moindres détails. Là-bas, c'est Saint-Ange, la forteresse principale des chevaliers de Saint-Jean. À ce moment décisif du siège, où se trouvaient les Turcs? Les Ottomans et les Turcs étaient là-bas. Fort Saint-Elme est là, et les batteries d'artillerie étaient alignées le long de la côte. Ils pilonnaient ces deux secteurs jour et nuit avec leurs canons énormes. Par moments, la canonnade était si violente que d'après les témoins, on pouvait l'entendre jusqu'en Sicile, à une centaine de kilomètres de distance. Ça alors? Les Ottomans se sont enhardis et ont lancé un assaut par la mer contre le fort Saint-Ange. Mais ils ignoraient que les Maltais et les chevaliers avaient des canons cachés au ras de l'eau. Dès que les 10 premiers navires sont arrivés à portée, ils ont tiré sur la proue et ont coulé celui de tête. Ça a déclenché une telle panique que l'attaque a été avortée. Ça a été le moment déterminant de la bataille? Ça a été l'un d'eux. Plusieurs fois, les Ottomans ont cru vaincre, mais un coup de théâtre les a forcés à battre en retraite. Ils pensaient s'emparer de Malte en une semaine. 4 mois plus tard, ils étaient toujours là et avaient perdu des milliers d'hommes. D'après ce que j'ai lu, la bataille a été particulièrement sanglante. L'un des épisodes les plus terribles a été la prise de Saint-Elme. Les Ottomans étaient furieux d'avoir passé un mois à essayer de prendre le fort. Ils avaient perdu 8000 hommes. Et quand ils sont enfin entrés dans Saint-Elme, ils ont trouvé 3 chevaliers grièvement blessés, l'épée à la main. Ils les ont décapités, puis ont attaché leur corps sur une croix qu'ils ont fait flotter en direction de Saint-Ange, pour tourner en ridicule leur religion et le pouvoir de Jean de la Valette. En représailles, ce dernier s'est montré aussi impitoyable. Il a donné l'ordre de décapiter tous les prisonniers musulmans et a fait catapulter leur tête dans le camp ottoman. Œil pour œil, dent pour dent. Ça a dû être épouvantable. Oui, mais c'était la guerre. Fin août 1565. Le siège entre dans son 4e mois. Espérant toujours voir arriver des renforts de Sicile, Jean de la Valette refuse de capituler. De leur côté, les Ottomans craignent l'arrivée de l'hiver et sont démoralisés. Quand les chevaliers reçoivent enfin de l'aide, elle ne vient pas de Sicile. Tandis que la bataille fait rage autour du port, la vie continue comme à l'accoutumée à Mdina, l'ancienne capitale baroque de l'île, perchée sur une colline à 18 km des côtes. Les Ottomans avaient négligé l'importance militaire de la ville, une décision qui leur a finalement coûté la victoire. Au moment capital du siège, alors que la victoire était à portée de main des Turcs, les chevaliers chrétiens retranchés à Mdina effectuent une sortie et dévastent le camp ottoman installé dans la plaine, qu'on peut voir derrière le port, là-bas. Ils mettent le feu aux tentes, détruisent le matériel et les ravitaillements et massacrent tout le monde sur leur passage. Quand le commandant Mustapha Pacha apprend la nouvelle, il pense tout de suite que les renforts tant attendus sont arrivés. Il donne l'ordre à ses soldats d'abandonner leur position pour aller défendre le camp à l'arrière. C'est là qu'il se rend compte que les renforts ne sont en fait qu'un détachement de cavalerie. Sa fureur est sans borne, mais il est trop tard. L'occasion est passée. Les Ottomans ne parviennent pas à regagner le terrain qu'ils avaient conquis si chèrement.
2 mois plus tard, les renforts arrivent réellement. 8000 hommes venus de Sicile. L'hiver est proche et les Ottomans sont loin de chez eux. Mustapha ordonne à son armée de rembarquer. Le siège est levé. Pour l'Empire ottoman, la défaite à Malte est un revers aussi cuisant qu'inattendu. Pour les chevaliers de Saint-Jean, c'est une victoire incroyable fêtée dans toute l'Europe. L'échec des Ottomans à Malte est très important en Europe sur le plan psychologique. L'ennemi avait dû battre en retraite. On craignait qu'après s'être emparé de Malte, il ne continue sur l'Italie, et le pape était prêt à quitter Rome. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. On fête la nouvelle en grande pompe dans toute l'Europe chrétienne. Les cloches des églises sonnent à Londres. La victoire a eu un effet positif immense pour les populations du bassin méditerranéen et au-delà. Au cours des 2 siècles qui suivent, Malte prospère sous l'égide de l'Ordre de Saint-Jean. Une ville baroque splendide est construite en l'honneur de l'homme qui avait conduit les Maltais à la victoire. Baptisée La Valette, elle est devenue la capitale de l'île. Si les chevaliers de Saint-Jean ne gouvernent plus Malte, leur héritage est toujours bien vivant à travers leurs églises magnifiques et leur emblème omniprésent, la croix à 8 pointes. Ils participent encore régulièrement à des processions comme celle qui célèbre le corps du Christ, prouvant ainsi qu'ils sont toujours bien présents sur l'île. Les chevaliers de Saint-Jean ont laissé un héritage ici, à Malte, à travers l'architecture, la culture et l'art. La culture maltaise est marquée de leur empreinte. Leur influence est particulièrement visible dans le domaine de la religion. Ils ont renforcé le catholicisme des Maltais. Ils n'étaient pas particulièrement aimés à leur époque. Aujourd'hui, on est plutôt content qu'ils se soient installés ici pendant quelques années. Mais c'est tout. Les Maltais sont très fiers de compter les chevaliers de Saint-Jean dans leur histoire. C'est un sentiment général. De nos jours, le siège de l'Ordre de Saint-Jean est à Rome, mais l'île est restée son centre spirituel. De nombreux chevaliers y vivent encore et perpétuent ses traditions et sa mission hospitalière. Le père John Chrétien, un des 60 chevaliers ordonnés, vit dans l'ombre de Jean de la Valette, dans la partie supérieure du fort Saint-Ange. Au moment du siège, c'était le centre des opérations des chevaliers ? Tout à fait. Cet endroit a été le quartier général de l'ordre depuis son arrivée à Malte en 1530. Le grand maître La Valette a vécu ici pendant une partie du siège. Avec ses ingénieurs et ses conseillers, il étudiait les différentes stratégies de défense contre les Turcs. L'ordre n'est revenu à Saint-Ange que très récemment ? Il y a 12 ans. Nous sommes dans la chapelle Sainte-Anne, la chapelle privée du grand maître. C'est ici qu'il venait prier avec son entourage, avant et pendant le siège. C'est un lieu très spécial. C'est ici que les chevaliers priaient le matin, sans savoir s'ils seraient encore là le lendemain. Le siège a été un chapitre important dans l'histoire de l'ordre. Quelles en ont été les répercussions ? C'est à ce moment-là seulement, 35 ans après que l'ordre s'était établi sur l'île, que les chevaliers ont réellement décidé de s'y installer et de la considérer comme leur siège.
Il est certain que la longévité de l'ordre de Saint-Jean est une conséquence directe de sa victoire à Malte. Celle-ci leur a assuré une place à part dans l'histoire européenne et a insufflé une vie nouvelle à la cause chrétienne. La victoire a été importante d'un point de vue psychologique, mais en réalité, elle n'a pas changé grand-chose. On craignait que les Ottomans ne fassent une nouvelle tentative contre l'île. Certes, ils avaient été stoppés, mais même si c'était une bonne nouvelle pour les chrétiens, fondamentalement, la situation était la même. C'est intéressant de voir comment cet événement est interprété en Europe occidentale et dans l'Empire ottoman. En Europe, on s'en souvient toujours. C'est encore inscrit dans le subconscient collectif. On n'a pas laissé passer les Turcs. De leur côté, les Ottomans étaient toujours aussi puissants. Cet épisode n'a pas été un tournant décisif dans leur histoire. Du style, ça y est, le déclin est amorcé, dans 100 ans, l'Empire n'existera plus. Ils remportaient tellement de victoires un peu partout que pour eux, c'était simplement une péripétie de la guerre. Le siège de Malte est perçu comme une victoire éclatante dans l'Europe chrétienne. Même si l'armée ottomane restait la plus puissante du monde, un seuil décisif avait été atteint. Les Ottomans avaient été stoppés. À la mort de Soliman l'année suivante, le monde semble en équilibre au seuil d'une nouvelle ère. L'atmosphère en Europe peut être résumée par les mots prononcés par Winston Churchill à un moment tout aussi crucial de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas la fin, ni même le début de la fin, mais c'est peut-être la fin du début. La défaite ottomane à Malte est une victoire sans précédent pour toute l'Europe chrétienne. Mais c'est à Venise que le soulagement est le plus grand. Nichée au bord d'une lagune sur la mer Adriatique, Venise est unique au monde. La ville est construite sur plus de 100 îlots et elle est sillonnée de canaux qui font office de routes et de boulevards. La Méditerranée jouait un rôle essentiel pour la République de Venise. C'est la source de sa richesse immense et de sa puissance. Au IVe et Ve siècle, la ville servait de refuge contre les invasions barbares. Des siècles plus tard, ce fut l'une des plus grandes puissances commerciales et maritimes du monde. Cela explique que depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui, Venise ait toujours entretenu une relation privilégiée avec la mer. Les Vénitiens ont toujours été très conscients de la dette qu'ils ont envers la mer. Chaque année, depuis des siècles, une cérémonie a lieu sur la lagune, la Sensa. Un mariage symbolique qui unit la ville à son amante généreuse, mais parfois capricieuse. Nous t'épousons, ô notre mère, en signe de véritable et perpétuelle possession. La place Saint-Marc est le cœur de Venise. Depuis toujours, c'est le principal lieu de rassemblement de la ville. C'est ici que se dresse un des édifices les plus anciens et les plus emblématiques, la basilique Saint-Marc. Dès sa construction, la basilique a été un symbole de la richesse et de la puissance vénitienne, autant qu'une manifestation de fidélité à la foi chrétienne. L'histoire de Saint-Marc est retracée dans les magnifiques mosaïques qui ornent sa façade. Elle raconte comment la dépouille du saint a été volée à Alexandrie au IXe siècle par deux marchands vénitiens. D'après la légende, ils l'auraient dissimulée dans un coffre rempli de lard.
Les autorités musulmanes du port étaient venues vérifier son contenu. Mais le cochon est un animal impur dans l'islam. Alors, se bouchant le nez, les douaniers s'étaient empressés de laisser passer le coffre. Cette ruse peut être vue comme une métaphore des relations entre les Vénitiens et les musulmans au cours des siècles suivants. Venise prétendait obéir au pape. En réalité, ce n'était pas Dieu, mais le commerce que la République révérait par-dessus tout. De nos jours, le célèbre marché du Rialto vend les poissons et les légumes les plus frais de la ville. Au XVIe siècle, c'était le centre de la vie commerciale vénitienne. À l'époque, la ville s'est enrichie grâce aux négoces avec le Moyen-Orient, qui importe des épices, de la soie et de nombreux produits exotiques originaires d'Extrême-Orient, revendus à prix d'or au reste de l'Europe. La République de Venise possède un vaste réseau de comptoirs coloniaux. Leur mission est de protéger et faciliter les routes commerciales le long de l'Adriatique et de l'autre côté de la Méditerranée, qui relie Venise au marché du Moyen-Orient sous domination ottomane. L'histoire des relations entre l'Empire ottoman et Venise est extraordinaire. Les deux grandes capitales du bassin méditerranéen entretenaient des rapports d'amour et de haine. Venise occupait une position centrale. Elle commerçait à la fois avec le monde chrétien et le monde islamique. C'était l'intermédiaire qui fournissait les deux. Au tout début, les Ottomans avaient été très impressionnés par le réseau commercial mis en place par les Vénitiens, par leur lien avec la mer et la façon dont ils tiraient profit de cette Mare Nostrum. Ils adoraient cette puissance omniprésente. Les papes successifs considéraient presque les Vénitiens comme des ennemis du christianisme et des amis de l'islam. Les Ottomans étaient tout aussi suspicieux à leur égard. Peu à peu, Venise s'est retrouvée coincée entre ces deux superpuissances. Les Vénitiens ont continué. Quant aux Ottomans, ils taxaient leurs marchandises et ne voulaient pas renoncer à cette ressource. C'est toute l'ironie des rapports entre Venise et l'Empire ottoman. Ils se détestaient, mais avaient besoin l'un de l'autre. La réussite commerciale de Venise exige des relations courtoises avec les Ottomans, ainsi qu'une bonne dose de duplicité dans ses transactions avec les musulmans, mais aussi avec ses alliés chrétiens. Andrea Del Pao est historien. Il connaît bien les rouages de la stratégie économique vénitienne. Voilà le marché du Rialto. C'est ici que tout se passait. On trouvait absolument de tout. Venise était le premier fournisseur d'épices. À l'époque, elles étaient aussi précieuses que l'or. Les Vénitiens avaient le monopole de l'importation des épices parce qu'ils avaient conclu un accord spécial avec le sultan d'Égypte. Malgré la division entre musulmans et chrétiens, le commerce passait avant tout. Tout à fait. On ne savait pas encore contourner l'Afrique pour naviguer jusqu'en Extrême-Orient. Donc il fallait absolument entretenir de bonnes relations avec Constantinople et l'Égypte. Les Vénitiens étaient d'abord des marchands et ensuite des chrétiens. Il y a un dicton qui résume parfaitement la diplomatie vénitienne. Traite tes ennemis comme des amis et tes amis comme des ennemis potentiels. Ça veut tout dire. C'était très important pour l'équilibre des choses. C'est grâce à ça qu'ils sont restés puissants aussi longtemps. Ce sont eux qui ont inventé la charge d'ambassadeur permanent. Quelqu'un qui vit dans un pays et rassemble toutes sortes d'informations, de ragots et de rumeurs. Tout ce qui peut s'avérer utile pour le commerce et la compréhension de l'endroit en question. Ces manœuvres diplomatiques plutôt louches devaient exaspérer le reste de l'Europe et surtout le pape. Le pape était furieux contre Venise et il avait très peur d'une invasion ottomane. Il avait absolument besoin que les Vénitiens se décident. Êtes-vous chrétien ou marchand?
Ça a dû être dur pour le pape, parce qu'il n'y avait pas de cohésion entre les pays d'Europe. Ça devait être compliqué de convaincre tout le monde de faire front commun. Pas seulement les Vénitiens, mais les autres aussi. On peut faire un parallèle avec la situation au moment de la guerre en Irak, quand les Américains ont tenté de convaincre le monde entier de participer au conflit. L'argument, c'était « on est les bons, on défend le bon point de vue ». Mais ça a été dur d'amener tous ces pays différents à faire partie de cette coalition fragile. Au XVIe siècle, le pape a rencontré le même genre de difficultés diplomatiques. Malgré son manque d'enthousiasme à l'idée de se rallier à la cause papale, Venise avait toujours été prête à se battre pour survivre, et elle en avait les moyens. Dès la fin du XIVe siècle, la République de Venise possédait les plus grands chantiers navals du monde, installés dans l'Arsenal, véritable ville dans la ville. Au plus fort de son activité, l'Arsenal employait 16 000 ouvriers et pouvait fabriquer une galère par jour. C'était une véritable production à l'échelle industrielle, sans équivalent en Europe avant la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle. Auteur de romans historiques, Federico Moro me sert de guide dans le plus vieil hangar de construction de l'Arsenal. Nous sommes dans le hangar couvert, qui constitue la partie la plus ancienne de l'arsenal, celle décrite par Dante dans l'enfer. Ils avaient mis en place une chaîne de production. La coque était fabriquée ici, puis elle était mise à l'eau. Par la rampe de lancement? Oui, à gauche, on posait le pont. Exactement comme Henry Ford et sa chaîne de montage. Oui, l'Arsenal a été la première usine industrielle d'Europe et probablement du monde. C'est une invention vénitienne. Je vois. C'était les deux premières étapes. Ensuite, la galère partait de l'autre côté du bassin, où on installait toutes les autres pièces. Chaque hangar, chaque bassin avait une fonction. Oui, il y avait des entrepôts pour les rames, les cordages, les vêtements des marins, tout l'équipement nécessaire à la navigation et à la guerre. Le dernier élément posé était le mât. Vous voyez les deux petites tours? On croit qu'elles sont là pour faire joli, mais en fait, c'était là que le mât était mis en place. Exactement. La galère était prête à prendre la mer. Henry Ford disait que l'histoire n'était qu'un tas d'absurdités. Mais il aurait pu apprendre des choses à l'Arsenal de Venise. Le navire de guerre de l'époque est la galère, un bâtiment à rame étroit, élancé, bas sur l'eau et équipé de quelques canons à l'avant. Ses points forts sont avant tout sa vitesse et sa maniabilité. La galère ancienne classique mesurait une trentaine de mètres de long. Elle était conçue principalement pour l'abordage et la capture des autres vaisseaux. Les navires ottomans étaient moins larges, plus longs et extrêmement rapides. D'après certaines sources, ils pouvaient atteindre une vitesse de 20 nœuds. La galère est dotée de voiles, mais elle est mue avant tout par la force musculaire de centaines de rameurs. Au XVIe siècle, être marinier de rame sur une galère est une perspective redoutable, au point que la plupart des pays finissent par avoir recours à des esclaves et des forçats. Le sort des galériens en Méditerranée n'avait rien d'enviable. Enchaînés à 3 ou 4 sur un même banc, ils mangeaient, dormaient et déféquaient à leur place, parfois pendant des mois.
Les galères étaient de véritables égouts flottants. Il y avait même des rats. On les sentait arriver à plus de 3 km. Et on entendait aussi le cliquetis des chaînes. Mais ceci n'est pas une galère. Je ne suis pas un esclave enchaîné au pont. Et tout à l'heure, je rentrerai prendre une bonne douche froide. Allez, on rame maintenant. C'est fini, faut y aller. Ça rigole pas. Ce qui rendait les galériens complètement fous, c'était la privation de sommeil. Ils restaient assis sur leur banc sans pouvoir s'allonger. Le soleil leur tapait sur la tête. Les rats couraient entre leurs pieds. Ils devenaient véritablement fous. Et dès qu'ils faiblissaient, ils étaient jetés par-dessus bord. Ça n'arrêtait jamais. Quand on était à court d'esclaves, on partait en expédition pour en capturer d'autres, de façon à pouvoir continuer à faire la guerre. Et le cycle recommençait. Bataille, capture, pénurie d'hommes tués par la guerre ou les maladies, et ainsi de suite. Entrer en guerre contre les Ottomans était la dernière chose que souhaitaient les Vénitiens. Pendant des décennies, la République avait joui de privilèges commerciaux accordés par Soliman le Magnifique. Mais à sa mort, en 1566, son troisième fils monte sur le trône. Propulsé à la tête de l'Empire après l'assassinat de ses deux frères aînés, Sélim II est très différent de son père. Ses réactions imprévisibles font craindre le pire à Venise et à toute l'Europe chrétienne. Sélim II était un faible. Il ressemblait davantage à sa mère. Contrairement à ses frères, il n'avait pas été élevé pour se battre. Il était alcoolique, aimait les fêtes, la chasse et les voyages. Il n'avait rien d'un personnage fort et charismatique qui rassemble les foules. Il faut imaginer la pression psychologique qui a pesé sur cet homme. Sans arrêt, on lui ressassait « Regarde ce que ton père a fait, regarde ce que ton grand-père a fait et ton arrière-grand-père. Il a pris Istanbul, il a pris Rhodes. » Forcément, c'était difficile pour lui. Il avait besoin de remporter une grande victoire. En cette période prémoderne, les souverains devaient mobiliser et motiver leurs armées par des conquêtes. À la différence de mon père, je ne m'intéresse pas aux affaires de l'État ni à la guerre. À ma décharge, je dirais qu'on n'attendait pas ça de moi. C'est l'assassinat de mes frères aînés qui m'a placé sur le trône. Mais puisque j'y suis, je serais bien fou de ne pas profiter des plaisirs que cela m'apporte. À cause de cela, on m'a surnommé l'ivrogne. Et mes généraux me montrent peu de respect. Si je veux obtenir leur soutien, je dois remporter de grandes victoires militaires. J'ai donc décidé de prendre Chypre aux Vénitiens. C'est une île d'une importance stratégique immense. Et c'est là qu'est produit mon vin préféré. Isolé, vulnérable, Chypre est le comptoir de Venise situé le plus à l'est dans le bassin méditerranéen. À 96 km de la Syrie et à moins de 160 km du sud de la Turquie. Du propre aveu d'un Vénitien, Chypre est une île jetée dans la gueule du loup. Les Ottomans contrôlaient tout le pourtour oriental de la Méditerranée. L'Égypte, l'Afrique du Nord, le Liban, la Syrie, l'Anatolie et la Grèce. Chypre était comme une base ennemie en plein milieu. L'histoire de Chypre remonte à plusieurs millénaires. Dans l'Antiquité, c'était une île riche et fertile. Et la légende veut que la déesse de l'amour, Aphrodite, y soit née. À la fin du XVe siècle, elle passe aux mains des Vénitiens. Ces derniers sont conscients de l'intérêt stratégique de l'île pour les Ottomans, mais elle est tout aussi importante pour eux et ils refusent de la perdre.
Pour les Vénitiens, Chypre avait une valeur économique immense. Ils y produisaient du sucre et du coton et avaient pratiquement réduit en esclavage la population grecque. Ils n'étaient pas aimés, mais ils étaient déterminés à se battre jusqu'à la mort pour garder Chypre. L'île était riche et Venise avait la possibilité d'y battre sa monnaie, le ducat. Les Vénitiens n'étaient pas les premiers à s'être enrichis grâce à Chypre. Jusqu'à la fin du XVe siècle, l'île avait été la possession d'un ordre croisé, fondé par une famille originaire du Poitou, en France, les Lusignans. Quand ces croisés avaient été expulsés de Terre Sainte au XIIe siècle, l'ordre s'était réfugié à Chypre, avec à sa tête Guy de Lusignan, qui s'était autoproclamé roi de Jérusalem. Il s'était installé à Famagouste, le principal port de l'île. L'échec des croisades s'était en fait avéré une occasion fabuleuse pour les Lusignans, désormais au carrefour d'une route commerciale prospère entre l'Orient et l'Occident. Pendant les 3 siècles du règne des Lusignans, l'île a été le poste avancé le plus à l'est de la chrétienté. La forteresse croisée de Famagouste a même été la ville la plus riche du monde pendant une brève période. Le pape ayant interdit toute relation commerciale entre l'Europe et le monde musulman, le port chypriote était devenu une sorte de plaque tournante pour l'échange de marchandises entre l'Est et l'Ouest. On pouvait y faire fortune du jour au lendemain, et les prostituées étaient aussi riches que les marchands. Depuis longtemps déjà, les Vénitiens convoitaient Famagouste. Ils conçoivent un plan hardi pour s'en emparer. Pas par les armes, mais par un mariage royal. Ils arrangent l'union entre le roi de Chypre, Jacques II, et Catherine Cornaro, fille d'un noble vénitien. Le mariage a lieu ici, dans la cathédrale Saint-Nicolas, en novembre 1472. Moins d'1 an plus tard, le roi Jacques et son fils nouveau-né meurent de façon mystérieuse. Ils auraient été empoisonnés par les Vénitiens, qui s'assuraient ainsi le contrôle de Chypre. À présent que Venise a enfin mis la main sur cette île, elle n'a pas l'intention de la lâcher sans combattre. En juillet 1570, la flotte ottomane débarque entre 60 000 et 80 000 soldats sur la côte méridionale. L'armée remonte vers le nord sans rencontrer beaucoup de résistance, jusqu'à ce qu'elle arrive aux portes de la capitale, Nicosie. Nicosie est toujours la capitale de l'île, mais son atmosphère décontractée ne rend pas hommage à son passé tumultueux. Pour les Vénitiens, elle n'avait pas une grande valeur, puisqu'elle n'avait pas d'accès sur la mer. Malgré cela, ils l'avaient entourée de fortifications. De nos jours, on peut encore admirer les vestiges de cet ouvrage parmi les plus sophistiqués de l'époque. Sa construction était absolument parfaite. S'appuyant sur les derniers progrès de l'ingénierie militaire, les Vénitiens avaient édifié 11 bastions symétriques, espacés régulièrement le long d'un mur d'enceinte de 5 km. Un rempart infranchissable, sans le moindre point faible. En théorie, c'était remarquable. Le problème, c'était que la garnison de la forteresse était en sous-effectif et que son commandant, un certain Nicolas Dandello, était totalement incompétent. Il a interdit à sa cavalerie d'attaquer les troupes ottomanes pendant qu'elles débarquaient. Puis, il a donné l'ordre à ses hommes de cesser le feu pour économiser la poudre des mousquets et des canons. Une erreur qui lui a coûté sa tête quand Nicosie est finalement tombée aux mains des Ottomans en septembre 1570, après un siège de 2 mois à peine. Après avoir pris la capitale, les Ottomans poursuivent leur avancée vers le nord et la ville côtière de Kyrenia. De nos jours, Kyrenia est une des destinations touristiques les plus populaires de l'île. Mais pendant des siècles, elle a été une place forte d'une grande importance stratégique. Surplombant la ville, le château est un ancien bastion croisé qui a vu passer de nombreux chevaliers et même le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion.
C'était une construction impressionnante pour l'époque. Mais les Ottomans n'ont même pas eu à l'affronter. La nouvelle de la chute de Nicosie parvient à Kyrenia d'une façon aussi spectaculaire qu'effrayante. Un capitaine vénitien capturé par les Ottomans est envoyé à Kyrenia à dos de cheval, la tête de 2 de ses soldats attachés de chaque côté de la selle. Quand il franchit le pont-levis de la forteresse, tous comprennent parfaitement le message. Et la ville se rend sans résistance. Mais la bataille pour Chypre est loin d'être terminée. Les Vénitiens ont perdu la majeure partie de l'île sans livrer combat, mais il reste une ville qu'ils comptent défendre chèrement. Fabuleusement riche, c'est le joyau de leur couronne chypriote, et ils ont dépensé sans compter pour la fortifier. C'est la légendaire Famagouste. La bataille pour sa conquête a déclenché une guerre générale entre les chrétiens et l'Empire ottoman, qui a scellé le sort du bassin méditerranéen pour des siècles.